28 juin 2012, les Google Glass sont lancés avec une des mises en scène les plus audacieuses de tous les temps. Une équipe de parachutistes atterrit sur le toit des bureaux de Google. Ils sont équipés de Google Glass pour retransmettre une vue subjective en direct sur un écran géant. Google se la pète un peu, mais ils ont une bonne raison. Leurs lunettes de réalité augmentée sont une merveille de technologie. Pourtant, sur le plan commercial, ce sera un fiasco absolu. Même la version destinée à un usage industriel sera abandonnée en mars 2023. 11 ans plus tard, Apple révèle enfin son casque de réalité augmentée, l'Apple Vision Pro. Comme les Google Glass, c'est une merveille de technologie qui fait baver les techos les plus hardcore. Mais encore une fois, le grand public est sceptique. Il y a 3 réactions principales. C'est trop cher. Lol, personne ne veut se coller un casque de réalité virtuelle sur la tronche, et personne ne pourra s'empêcher de se coller un casque de réalité virtuelle sur la tronche, et donc ce sera l'apocalypse de la solitude. Alors, quel est le plan d'Apple pour éviter le fiasco des Google Glass et convaincre monsieur et madame tout le monde de se lancer dans la réalité augmentée? À 3500 $, le prix du Vision Pro déchaîne les critiques et les moqueries. Un tarif qui fait saigner du nez. Le prix du Vision Pro a ruiné la VR. Un appareil de méditation en pleine conscience à 3500 $ est un oxymore capitaliste. Même les gens invités à voir la présentation en direct étaient douchés. Ça, c'est l'ambiance dans la salle juste avant l'annonce du prix. Et ça, c'est le moment où le prix est annoncé. Mais le prix du Vision Pro n'est pas son vrai problème. Fondamentalement, 3500 $ pour un gadget du futur, ça n'est pas si cher. En 1977, l'Apple II coûtait l'équivalent de 6300 $ actuels pour la version de base à 4 KB de RAM ou 12 700 $ pour la version à 48 KB. Autre exemple, ce blogueur nous apprend que son premier caméscope acheté en 1979 coûtait l'équivalent de 4400 $ et que chaque cassette vierge d'1h30 coûtait une quarantaine de dollars. Donc les nouvelles technologies, ça coûte cher. En tout cas, tant que les fabricants n'ont pas le volume suffisant pour faire baisser les coûts. Les prix auxquels on est habitué pour des produits de masse comme les smartphones sont le résultat d'une optimisation des processus de fabrication à l'échelle mondiale. On peut aussi supposer, sans trop prendre de risques, que Apple ne cherche pas à faire des grosses marges sur le peu de volume de Vision Pro qu'ils vont vendre. Le but sera de maximiser l'adoption. Donc le prix est directement justifié par les composants qu'ils ont fourrés dedans. Le casque contient 6 micros, 12 caméras, 5 capteurs, 2 lentilles 4K, un système de son intégré et 2 processeurs. Le M2 qui équipe déjà les MacBooks et le R1, une nouvelle puce créée exprès pour que le Vision Pro puisse scanner l'environnement en temps réel. Comme le dit Benedict Evans, le Vision est un appareil tout droit sorti de plusieurs années dans le futur à un prix qui reflète ça. C'est comme si Apple avait décidé de vendre l'iPhone de 2007 en 2002. Quel en aurait été le prix? Mais tout ça, c'est un choix. Apple aurait pu choisir de faire des compromis sur la technologie pour livrer un produit moins cher tout en restant fonctionnel. C'est le choix qu'a fait Meta, dont le Quest 3 va coûter 499 $ et la version Pro seulement 999. À la place, Apple a décidé de mettre tous les curseurs au max, celui des composants, de la puissance et oui, celui du prix. Ce qui est bizarre à première vue parce que malgré son image de luxe, Apple fait des produits de masse comme l'iPhone et les AirPods, pas des produits de spécialistes en petit volume, genre des claviers mécaniques ou des casques d'audiophiles. La stratégie est donc évidente. Vendre cette première génération aux passionnés de tech qui sont prêts à essuyer les plâtres, puis faire baisser les prix au fil des générations pour toucher le grand public. La bonne nouvelle pour Apple, c'est que les développeurs ont tendance à faire partie de ces passionnés qui vont acheter une première génération et que le Vision Pro aura cruellement besoin de ces développeurs pour proposer des applications uniques. Parce que pour le moment, tout ce qui a été montré par Apple, c'est faire les mêmes choses que vous faites sur votre ordinateur, mais sur un casque. On a du mal à imaginer Tata Yvonne claquer 3500 balles pour faire ses emails au format IMAX. Par contre, les gens n'ont aucun mal à mettre de grosses sommes dès qu'il y a une justification plus ou moins professionnel. Regardez le nombre de youtubeurs qui ont un Pro Display XDR, un écran qui coûte 5000 $ sans le pied, qui est en option à 1000 $. Tout ça parce qu'ils doivent faire du montage sur des vidéos que 90% de leur audience regarde en 1080p sur un écran de 6 pouces. Pour continuer sur l'exemple du Pro Display XDR, il y a aussi une valeur de signalement. Si vous êtes graphiste, ça montre à chaque personne qui met les pieds dans votre bureau que vous êtes un vrai professionnel, qui ne travaille qu'avec les meilleurs outils. Donc il ne faut pas vous demander de faire un vieux logo, ou alors il faut être prêt à le payer très cher. Et niveau signalement, Apple sont les meilleurs. Un de leurs grands coups de génie, ça a été de donner à l'iPod des écouteurs blancs iconiques, donc même si l'appareil est dans votre poche, tout le monde sait que vous avez un iPod. Sur l'iPhone, il y a le coup de la petite bulle sur iMessage qui change de couleur si vous recevez un SMS d'un paysan qui utilise Android. Mais ce qui me fait le plus marrer, c'est les gens qui ont une coque avec un gros trou au milieu pour laisser voir le logo. Autrement, on pourrait vous confondre avec un gueux qui utilise Xiaomi. Remarquez aussi que, contrairement à la majorité des produits Apple, vous ne pouvez pas choisir la couleur de vos AirPods. C'est parce que si les AirPods avaient une autre couleur, on ne pourrait pas les reconnaître. Sauf pour les AirPods Max, qui ont un design conçu pour être reconnaissables, quelle que soit la couleur. Mais le bénéfice de signalement de l'Apple Vision Pro est limité.
Oui, il vous marque comme un early adopter qui a un peu d'argent à cramer, mais contrairement aux AirPods ou à l'Apple Watch, vous n'allez pas vous balader tout le temps avec. Attendez-vous à voir le casque apparaître dans le décor de pas mal de youtubeurs qui veulent montrer qu'ils sont à la pointe, mais au-delà de ça, les acheteurs de l'Apple Vision Pro seront les gens qui ont vraiment envie de l'utiliser. Mais pourquoi faire? Le jour où il annonce l'Apple Watch, Tim Cook est fier comme un étudiant à la remise des diplômes. Il brandit un point victorieux avec l'Apple Watch autour du poignet. Mais pour l'annonce du Vision Pro, ni Tim Cook ni aucun autre employé d'Apple ne porte le casque. Et ça ne s'arrête pas là. Les journalistes qui ont essayé le Vision Pro n'ont pas eu le droit de se filmer avec. Bad news, Apple wouldn't let us film me wearing it. La seule exception, c'est la journaliste vedette de Good Morning America, Robin Roberts. Et encore, sur un essai de 30 minutes, la production n'a gardé en tout que 47 secondes où Roberts a le casque sur le visage. Pour comprendre cet embargo, il faut remonter à l'automne 2000. Jeff Bezos et Steve Jobs sont invités à essayer le prototype du Segway, presque un an avant sa sortie. Jeff Bezos déclare « Vous avez un produit tellement révolutionnaire que vous n'aurez aucun problème à le vendre ». Mais Steve Jobs n'est pas d'accord. Pour lui, la forme du Segway n'est pas innovante, il n'est pas élégant, et il ne semble pas fait pour les humains. Le futur lui donnera raison. Le Segway a beau être un bijou d'ingénierie, il a deux énormes défauts. Le premier, c'est l'expérience utilisateur. Contrairement à une trottinette électrique, vous ne pouvez pas porter le Segway, donc vous allez devoir laisser votre joujou à 5000 $ sur le trottoir. Mais le second problème est bien plus grave. Utiliser un Segway vous donne l'air bizarre. Vous ressemblez à un Playmobil qui serait trop feignant pour marcher ou pour faire du vélo. Et donc, le Segway restera confiné aux centres commerciaux et aux voyages organisés. C'est le principal danger qui menace l'Apple Vision Pro. Est-ce qu'il sera vu comme un objet pour geek asocial ringard comme Google Glass ou comme un produit de futuriste branché comme l'iPhone à sa sortie? Apple n'a pas encore l'air trop confiant. Ne pas montrer Tim Cook avec le casque sur la tête est un aveu que oui, le casque vous donne une dégaine un peu bizarre et on préfère que vous n'y pensiez pas trop. Surtout que, bon, Tim n'est pas le gars le plus swag au monde. Évidemment, l'embargo n'a pas empêché les gens de comparer le casque à un masque de ski, ce qui n'est pas rédhibitoire en soi. Vous pouvez avoir l'air cool avec un masque de ski sur le visage, comme ce gars par exemple. Mais ça va encore plus loin. Remarquez qu'une personne sur une trottinette électrique ne nous semble pas bizarre. On n'est pas tenté de le traiter de feignant ou de lui jeter des ordures dessus, comme on le serait avec un type sur un Segway. Pourtant, les fonctionnalités des deux bécanes sont essentiellement les mêmes. La seule différence, c'est qu'on est habitué à voir des trottinettes depuis qu'on est gamin. Ils ont fait le même coup avec l'Apple Watch. Si on vous avait dit que vous alliez vous scotcher un iPhone sur le bras, vous auriez l'impression de ressembler à un personnage de Spy Kids. Mais si on vous dit que c'est une montre, vous connaissez les montres. C'est parfaitement normal. C'est quelque chose que Google Glass a tenté de faire en reprenant le concept de lunettes. La principale erreur, c'était que le produit n'était pas symétrique, et on est programmé pour rechercher de la symétrie dans le visage. Donc Google Glass nous dérange visuellement. Apple Vision Pro est bien symétrique et planque judicieusement tous les bouts électroniques qui font peur, y compris les caméras. Mais il reste le désavantage qu'on n'est pas habitué à porter un masque de ski en dehors des pistes. Who wants to walk around their house looking like a reject from the X-Men? Maybe the nerd goggles will fail to take off simply because they're ugly and awkward and anyone who wears them looks like a huge dork. L'ironie, c'est que les normes sociales sont arbitraires. À Madagascar, il y a apparemment une tradition qui veut qu'on déterre les morts tous les 7 ans pour danser avec leurs cadavres. Mais si vous prenez l'envie de faire pareil en France, vous allez avoir des problèmes. Malheureusement pour Apple, vous ne pouvez pas faire changer les conventions sociales du jour au lendemain. Prenez un exemple. Les AirPods Pro sont équipés d'un mode transparence qui vous permet d'entendre parfaitement ce que les gens vous disent. Mais si vous êtes comme moi, vous vous sentez quand même obligé de retirer vos écouteurs quand vous commandez votre café parce que la convention sociale, c'est que seul un connard garde ses écouteurs dans les oreilles pendant qu'il parle à quelqu'un. Sur ce point, le Vision Pro a un énorme avantage sur le Segway et sur les Google Glass. Même si Apple vous promet que vous pourrez regarder The Dark Knight pendant le vol Paris-Bangkok, le Vision Pro reste avant tout un appareil d'intérieur. Donc au lieu de vous demander si les gens vont vous regarder de travers dans la rue, il faut juste le faire accepter à votre conjoint et à vos collègues. Et c'est là qu'intervient un des choix de design les plus fascinants de ces dernières années, le fameux écran externe sur le devant du casque qui sert à afficher vos yeux. Sur beaucoup de points, cet écran empire le produit. Ça le rend plus cher à fabriquer, plus lourd, ça draine la batterie et probablement ça le rend beaucoup plus fragile. Tout ça avec zéro bénéfice direct pour l'utilisateur qui ne le verra jamais. Mais Apple a jugé que tous ces compromis valent le coup pour une seule raison, manipuler les conventions sociales. Les casques de réalité virtuelle classiques, c'est comme les écouteurs. C'est impoli de les garder quand on vous parle. Alors, retirer vos écouteurs, ça prend moins d'une seconde. Mais avec le Vision Pro, ça devient toute une gymnastique. Il faut desserrer la sangle, faire attention au câble de la batterie, poser le casque sur une surface stable pour éviter de rayer l'écran. C'est un niveau d'interruption qui tuera votre productivité si vous êtes au travail et qui tuera votre immersion si vous regardez un film. Donc le but de cette fonctionnalité, c'est de promettre que vous pourrez interagir avec l'extérieur sans retirer le Vision Pro et sans vous sentir comme un malotru, puisque vous verrez vos interlocuteurs et qu'ils verront vos yeux. Pendant des années, les passionnés ont pensé que ce serait le jeu vidéo qui ferait rentrer les casques de réalité virtuelle dans les foyers.
C'est pour ça que le catalogue du Quest regorge de jeux. Jeux de sport, jeux d'horreur, FPS et bien sûr l'incontournable Beat Saber. Le problème, c'est que le gaming, c'est une niche. Prenez par exemple la Switch, la console la plus vendue de sa génération. Elle a vendu 129 millions de consoles en 6 ans, soit un peu plus de 20 millions par an. Par comparaison, Apple vend 200 millions d'iPhone par an et au total, entre 1,3 et 1,5 milliard de smartphones sont vendus chaque année. Quand vous entendez dire que le jeu vidéo est une industrie énorme qui dépasse le chiffre d'affaires mondial de l'industrie cinématographique, c'est vrai, mais ces chiffres sont massivement influencés par les jeux mobiles. Un seul jeu, Candy Crush, a 240 millions d'utilisateurs mensuels, soit plus que le nombre de Switch, PS5 et Xbox Series vendus à ce jour. Donc le gaming a marché pour vendre des Quest, Index et PSVR à petite échelle, mais pour avoir une adoption de masse, ça ne suffira pas. Mark Zuckerberg mise sur l'utilisation professionnelle et c'est pour ça qu'en 2021, Meta a lancé son appli de réunion virtuelle qui s'appelle Horizon Workroom. Mais pour le moment, on est tous d'accord que les réunions en réalité virtuelle ne sont pas au niveau. Personnellement, je suis même pas convaincu que les appels vidéo ajoutent quelque chose si vous parlez à une personne que vous connaissez déjà. Quand on discute avec mon équipe, je préfère ne pas activer la caméra, ce qui me permet d'arpenter mon bureau comme un psychopathe pendant l'appel. Là-dessus, l'approche marketing d'Apple est encore une fois très intrigante. Ils n'ont même pas essayé de nous convaincre que le Vision Pro allait permettre des usages nouveaux. Tout ce qu'ils ont montré, c'est que vous pourrez utiliser vos applications habituelles, mais en réalité augmentée. Leur réponse à Horizon Workroom, c'est FaceTime. Et FaceTime en pire que sur iPhone, puisque vos interlocuteurs voient votre tête recomposée en 3D. La seule application nouvelle qu'ils ont montrée, c'est que vous pourrez capturer des photos 3D pour les revoir plus tard. C'est aussi un des rares faux pas de leur présentation. Parce que le père qui passe l'anniversaire de son gamin avec un énorme casque sur la tronche, c'est un coup à traumatiser les bébés. Et puis après, on a un plan où il est seul dans son salon à revoir les vidéos, comme si sa femme l'avait quitté et avait eu la garde des enfants, probablement parce qu'il avait cassé l'ambiance lors de la fête d'anniversaire. La conclusion que j'en tire, c'est que Apple ne savent pas vraiment à quoi va servir leur casque. Ils attendent que les développeurs lui trouvent des applications. Si tout se passe bien pour eux, ça prendra quelques générations de trouver la killer app, l'équivalent de ce que Uber, WhatsApp et Instagram ont été pour l'iPhone. Et cette killer app arrivera juste au moment où le casque aura suffisamment baissé de prix pour être accessible au grand public. Ça peut paraître absurde de lancer un produit sans savoir à quoi il sert, mais il s'est passé la même chose avec l'Apple Watch par exemple. L'annonce de la première Apple Watch met en avant ses bénéfices dans cet ordre. Vous allez pouvoir accéder plus facilement à Siri. C'est aussi un peu un objet de mode qui vient en différents styles. Vous pouvez le personnaliser à votre goût, vous pouvez voir vos notifications et envoyer des messages depuis votre poignet, et seulement à la fin, il mentionne que la montre vous aide à suivre votre activité sportive. On va dire que c'est un peu fourre-tout. Mais depuis, Apple a identifié que les gens achètent l'Apple Watch principalement pour les fonctions qu'ils avaient au départ planquées tout en bas de la liste, la santé. Les aspects mode et expression personnelle ne sont quasiment jamais mentionnés, les bracelets Hermès ne sont plus autant mis en avant sur le site. À la place, à la question « Pourquoi l'Apple Watch ?», Apple a une réponse claire, l'accessoire ultime pour une vie saine. Sur la page de vente, la première moitié est entièrement consacrée aux fonctionnalités de santé, avec les fonctionnalités de communication en dessous et la personnalisation tout en bas. L'annonce de l'Apple Vision Pro était aussi un fourre-tout de différentes idées, par exemple regarder des films sur grand écran dans l'avion, qui sont cool, mais pas suffisantes pour convaincre les gens d'acheter une toute nouvelle catégorie d'appareils. Donc on dirait bien que le plan d'Apple est de sortir le Apple Vision sans savoir exactement à quoi il sert, puis de laisser les utilisateurs et les développeurs expérimenter pour trouver la killer app. Mais alors, est-ce que vous pourriez être une de ces personnes qui crée une app à succès ? Quand l'iPhone est sorti, on ne savait pas trop à quoi ça allait servir. Mais il y a des gens qui ont compris que son GPS rendait possible Uber, que sa caméra rendait possible Instagram, et qu'il y aurait un tout nouveau marché de joueurs casuals qui seraient beaucoup plus nombreux que les joueurs traditionnels sur console ou sur PC. Ou prenez l'iPad. Apple le vendait à l'origine comme un croisement entre un iPhone et un Mac en mettant en avant les fonctionnalités professionnelles, comme le calendrier et les emails. Mais une des utilisations qui a rapidement émergé, c'est en tant que babysitter numérique. Ça a créé un énorme marché pour des jeux pseudo-éducatifs et pas mal de gens ont fait leur fortune là-dessus. Quel est l'équivalent pour l'Apple Vision Pro? Et est-ce que si une personne normale passait un peu de temps à réfléchir à ça, elle ne pourrait pas trouver des idées nouvelles rentables? Si on regarde les applis mobiles qui ont fait le plus gros chiffre d'affaires en 2022, elles se divisent en 3 catégories. Le streaming, les jeux vidéo et l'inévitable appli de rencontre. Rien de tout ça ne semble être la killer app qu'on recherche. Les films en 3D, ça existe déjà et c'est une des grandes déceptions de l'industrie du cinéma qui espérait rendre l'expérience en salle unique tout en augmentant le prix des tickets. Le jeu vidéo, on en a déjà parlé. C'est un gros marché qui est parfaitement adapté à la réalité virtuelle, mais les gens que ça n'intéresse pas ne vont pas s'y mettre sous prétexte que c'est en VR. Et niveau application de rencontre, c'est dur de voir l'intérêt. Tinder a gagné sur son marché en minimisant au maximum la friction. Même plus besoin de lire un profil, il suffit de swiper. Si les gens avaient envie d'avoir des interactions plus profondes, on aurait pu avoir un Tinder avec des vidéos, ou un Tinder où vous écoutez un audio de quelques minutes pour chaque personne, mais ce n'est clairement pas là que se trouve le marché. Même chose pour les réseaux sociaux. Twitter en 3D, pardon. X en 3D,
on s'en fout. Mais en parlant de X, le grand absent de ce genre de liste, c'est le porno, parce que les applications porno sont interdites sur l'App Store et Google Play. Par contre, si on regarde le classement des sites internet les plus fréquentés, on trouve 3 sites porno dans le top 15. Sans surprise, les gens achetaient des photos porno en 1850 et ils en consommeront encore en 2049 en 3D et avec une combinaison haptique. Il y a déjà des boîtes de prod spécialisées dans le porno en réalité virtuelle qui a sa catégorie dédiée sur les différents sites. Ça sera clairement un gros business sur le Vision Pro, même si ça ne sera pas visible dans les classements des App Store. La plus grosse opportunité sera probablement technique. Je m'explique. En l'absence d'application dédiée, on accédera au contenu via un navigateur web. Donc la personne qui développera un player vidéo qui permettra à un site web de jouer une vidéo en 3D sur le Vision Pro fera une tuerie. Et je prédis que 95% de ses clients seront des sites porno. Mais en ce moment, il y a un rejet grandissant contre la pornographie. C'est la mode du nofap et de la dopamine détox. Ça ne concerne probablement qu'une micro-niche de gens qui s'intéressent au dev perso et à la productivité, parce qu'on va pas se mentir, malgré les 10 000 vidéos, ce que le porno fait à votre cerveau, certains sites adultes restent plus visités que Amazon ou LinkedIn. Mais les obsédés de la productivité, ceux qui vont se ruer sur le Vision Pro pour bosser dans l'avion, ce sont les mêmes qui écoutent les podcasts de Andrew Huberman et qui méditent tous les matins. Et donc je pense que la méditation en réalité virtuelle a un gros potentiel. C'est déjà une utilisation qu'Apple tease dans son clip de promotion et il y a une méditation guidée dans la démo du Vision Pro. Visiblement, Robin Roberts de Good Morning America a été bluffé par cette appli. Oh my goodness, that was someone who meditates and I found something new. L'objection évidente, c'est de dire un appareil à 3 499 $ pour la pleine conscience et la méditation est un oxymore capitaliste. Mais c'est une position élitiste. Si vous méditez depuis des années, vous n'avez pas besoin d'un environnement virtuel parce que vous avez compris que la méditation n'a rien à voir avec votre environnement externe. Mais par la même logique, le Vision Pro ne devrait pas réduire la qualité de votre méditation. Et surtout, la plupart des gens ne méditent pas et ils ont du mal à s'y mettre quand ils essayent. L'environnement joue beaucoup. N'importe qui serait capable de s'asseoir en fermant les yeux 20 minutes dans un temple bouddhiste avec des moines autour d'eux et des gongs qui résonnent. Mais c'est beaucoup plus dur pour un débutant de le faire dans son salon quand il peut voir sa télé, le dernier closer sur sa table basse et la vaisselle sale dans l'évier. Il y a déjà des applications de méditation sur le Quest, mais pour l'instant, rien ne m'a l'air très convaincant. The meditation portion itself is nothing really to be amazed by. You're in a landscape and someone's talking to you. That's about it. Par contre, si on élargit un peu la définition, il y a des jeux comme Kayak VR qui ont l'air réellement cool. Alors oui, c'est pas de la méditation, mais le bénéfice a quand même l'air de tourner autour de la relaxation. Donc si je devais trouver une idée de business sur l'Apple Vision Pro, ce qui est assez dur vu que j'ai jamais utilisé, voilà ce que je dirais. Imaginez que vous rentrez chez vous après une longue journée de boulot. Vous enfilez votre casque et vous entrez dans un environnement virtuel ultra relaxant, au bord d'une rivière, dans un petit café à Tokyo un jour de pluie, sur un bateau à voile au milieu de l'océan. Il faudrait, idéalement, pouvoir continuer à utiliser toutes vos autres applications pendant que vous êtes dans cet environnement. Donc vous pourriez travailler dans un bureau en haut d'une tour de Wall Street et vous prendre pour le maître du monde, alors qu'en réalité vous êtes sur la table de votre cuisine. Le plus intéressant avec cette idée, c'est que ça n'est pas très compliqué d'un point de vue technique. Il suffit d'avoir une caméra 3D et un bon micro et voyager à droite à gauche pour capturer des scènes cool. Évidemment, on ne va pas gagner des milliards avec ça. Mais il y a un besoin, et ça colle bien avec le genre de personnes qui vont acheter le Vision Pro. Et si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec une idée un peu plus technique, allez faire le player de vidéo porno. À l'annonce du Vision Pro, tous les créateurs de contenu qui adorent cracher sur notre meilleur ami Marco Zuckerberg se sont écriés. Apple vient de buter le MetaQuest, de démanteler son cadavre et de profaner sa tombe. Et c'est évident pour tout le monde que le Apple Vision Pro est beaucoup mieux que n'importe quel Quest. Pourtant, selon Zuck, le Vision Pro est une bonne nouvelle pour Meta. You know, of course, the $3,500 price, on the one hand, I get it with all the stuff that they're trying to pack in there. On the other hand, a lot of people aren't going to find that to be affordable. So I think that there's a chance that them coming in actually increases demand for the overall space, and that Quest 3 is actually the primary beneficiary of that. Et il a raison. Parce que le problème de la vision du métaverse de Zuck, et on en avait parlé dans une vidéo à l'époque, c'est qu'il lui manque une killer app. Il a le gaming, mais c'est une sous-niche. Il a les réunions en réalité virtuelle, mais ça ne fonctionne pas encore assez bien. Donc Tim Cook rentre dans la danse et amène avec lui les 34 millions de développeurs qui travaillent déjà sur les plateformes Apple. On a vu avec les téléphones mobiles qu'il y a assez peu d'applications qui sont exclusives à l'iPhone, en dehors de celles qui sont développées en interne par Apple. Donc il y a de grandes chances que cette killer app, quand elle arrive, soit aussi disponible sur le Quest. Je peux vous dire que si je dois traîner ma caméra 3D aux quatre coins du monde, mon app sera dispo sur toutes les plateformes. Apple va aussi aider à surmonter le gros problème du métaverse, qui est le facteur cool. Si quelqu'un peut rendre la réalité virtuelle désirable pour les gens normaux,
c'est Apple. D'un autre côté, Apple n'aura jamais 100% de part de marché. Déjà parce qu'ils veulent faire de grosses marges, donc leurs produits sont chers. Ça remonte à Steve Jobs qui déclarait en 1997 qu'il n'accepterait jamais de marge inférieure à 22%, alors que sur le marché PC de l'époque, les marges n'étaient que de 6%. Ensuite, parce que leur expérience client très fluide implique souvent des choix ultra clivants. Enlever la prise jack sur l'iPhone 7 pour soi-disant améliorer la qualité de l'audio, mais surtout pour vous vendre des AirPods. Livrer l'iPhone 12 sans chargeur au prétexte de sauver la planète et de vous vendre un MagSafe. Concevoir la souris la plus élégante du monde et mettre la prise d'alimentation à un endroit qui la rend inutilisable à chaque fois que vous devez la recharger. Même si on peut défendre chacun de ces choix, il y aura toujours des gens que ça rend dingue. Ça placerait Meta dans la position du numéro 2, celle d'Android, ce qui serait une amélioration nette par rapport à leur situation actuelle où ils sont totalement dépendants de plateformes qu'ils ne contrôlent pas. Surtout si vous vous rappelez que Google, probablement effroidé par le fiasco de Google Glass, est à la ramasse avec 3 projets différents qui sont loin d'être opérationnels et sont décrits comme un bordel bureaucratique bizarre. Bon, on va pas se mentir, si votre plan pour gagner votre vie c'est d'attendre que le Vision Pro sorte pour développer une application rentable dessus, vous prenez pas mal de risques. Parce que la meilleure manière pour gagner de l'argent en ligne en partant de zéro, ce n'est pas de lancer votre propre business, c'est de travailler sur un business qui marche déjà. Mais pourquoi est-ce qu'un business qui tourne aurait besoin de vous? La réponse tient en un mot, le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Tous les business en ont besoin, mais peu de gens le maîtrisent. Du coup, il y a de la demande. J'ai enregistré 50 minutes de conseils détaillés sur comment devenir copywriter professionnel, mais ils ne sont pas sur YouTube. Si vous faites partie des 1% de gens qui ne veulent pas juste regarder des vidéos, mais aussi en faire quelque chose, cliquez sur le lien en haut de la description pour recevoir le plan d'action complet.